Alors, on va commencer. Donc, les reins. Le rein est un organe père. Tout d'abord, on va commencer par le rôle du rein. Donc, le rein est un organe de régulation ou bien un organe important dans la régulation donc, du milieu intérieur. La régulation du milieu intérieur qui est l'homéostasie. Donc, l'homéostasie, c'est la régulation du milieu intérieur. Bien sûr, c'est le rôle principal du rein. À part ce rôle primordial, nous avons bien sûr autre rôle qui entrent toujours dans la régulation du milieu intérieur, comme la conservation des concentrations, des compartiments liquidiens, comme la régulation de certains paramètres biologiques comme le pH, comme l'osmolarité. Le rein intervient dans la sécrétion de certaines hormones comme la rénine, comme bien sûr, ça entre toujours dans le rôle endocrine, bien sûr, du rein, qui est la sécrétion de rénine, la sécrétion de prostaglandine, d'érythropoïétine, c'est-à-dire des hormones encore qui interviennent dans, si vous voulez, l'homéostasie. La rénine est représentée, ou bien elle constitue une hormone importante dans la régulation de la pression artérielle, qui est encore un paramètre qui doit être constant dans le milieu intérieur. Et toujours, c'est le cadre de l'homéostasie. À part la rénine, il y a les prostaglandines, il y a l'érythropoïétine aussi, l'érythropoïétine qui est une hormone très importante et qui est une hormone sécrétée encore par le rein, qui fait partie du rôle endocrine du rein. Et l'érythropoïétine, c'est une hormone qui intervient dans l'érythropoïèse. L'érythropoïèse qui est bien sûr la maturation, bien la maturité des globules rouges. Et ça rentre toujours dans le cadre de l'homéostasie. Donc, à part ce rôle ou bien ces rôles essentiels, le rein en général, il intervient dans si vous voulez, l'épuration. Bon, c'est un terme un peu vague, mais il intervient dans l'épuration, bien l'épuration donc du plasma ou bien l'élimination de certains déchets. L'élimination de certains déchets, quand je parle de déchets en général, c'est des déchets endogènes, donc à l'organisme, comme les déchets azotés, ou bien des déchets qui sont représentés par des métabolites, par exemple, terminaux de certains médicaments. Alors, bien sûr, tout ça est en rapport avec la formation de l'urine. Voilà. La formation de l'urine, si vous voulez, bien l'urine définitive, c'est le résultat, si vous voulez, de nombreuses régulations dans le rein intérieur. Donc, on va faire un petit rappel, si vous voulez, anatomique. Donc, comme vous voyez sur la diapo, donc, les reins, ou bien le rein, c'est un organe père, c'est-à-dire il y en a deux reins dans l'organisme. Ces deux reins, si vous voulez, sont situés en rétropéritonéal. Voilà, en rétropéritonéal. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Alors, les reins, comme j'ai déjà dit, donc le rein est un organe père qui est situé dans qui fait partie de l'appareil urinaire. L'appareil urinaire est constitué de deux reins, deux urétères, donc une vessie et bien sûr l'urètre. Chaque rein est surmonté d'une glande qui est la glande surrénale et qui est située dans la cage bien qui se loge en rétropéritonéal, c'est-à-dire en derrière donc du péritoine. Bien sûr, chaque rein a, si vous voulez, une taille ou bien des dimensions fixes, physiologiques, bien sûr. Donc, 12 cm de hauteur, 6 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur. Donc, voilà. On coupe sagittale du rein. Donc, il y a si vous voulez, des formations, bien sûr. Déjà, le rein, il est enveloppé d'une fibreuse, puis une séreuse, puis une fibreuse, puis il y a une capsule qui, bien sûr, qui protège, bien sûr, l'organe. Et en coupe sagittale, on remarque qu'il y a des formations. Bien sûr, tout ça, c'est de l'anatomie, hein, c'est pas de la physiologie. Donc, on remarque qu'il y a des formations bien sûr cubiques, qui sont bien sûr ce qu'on appelle les pyramides de Malpighi. Les pyramides de Malpighi, qui se terminent en général dans la base, elle est
bien sûr corticale et bien sûr la pointe, elle est médulaire, beaucoup plus elle est médulaire, elle est plus profonde et qui se termine par ce qu'on appelle les cavités pyélocalicielles. C'est là où bien sûr se recueille l'urine et bien sûr qui va être acheminée vers bien sûr les urétères et puis la vessie et puis encore l'urètre. Alors, donc, on va directement procéder, on va procéder à la première, si vous voulez. Voilà, je suis en train d'admettre vos collègues. Pardon. Voilà. Pardon. La première étape, si vous voulez, on va continuer avec la formation qui est le rôle principal du rein, qui est la formation de l'urine. Donc, la formation de l'urine, elle passe par plusieurs étapes. C'est-à-dire, si on parle de formation de l'urine, ça veut dire l'urine définitive. La formation de l'urine, elle va passer par plusieurs étapes, bien sûr. Elle va passer par la formation de l'urine primitive, puis la transformation de l'urine primitive en urine définitive. Bien sûr, cette formation de l'urine, elle s'effectue dans l'unité fonctionnelle du rein qui est le néphron. Donc, le néphron, si vous voulez, c'est une formation, ou bien c'est une unité qui est formée de trois, si vous voulez, trois parties. Un corpuscule de Malpighi. Pardon. Un corpuscule de Malpighi, puis si vous voulez, le tubule rénal qui lui-même constitué de trois parties, c'est-à-dire le tube contourné proximal, l'anse de Henle, puis le tube contourné distal, et enfin le tube collecteur. Le tube collecteur, c'est un tube, il y a une partie du tubule rénal qui, donc je dois admettre à chaque fois, voilà. Donc, qui fait partie, le tube collecteur qui fait partie du tubule rénal, mais qui reçoit plusieurs néphrons à la fois. Il y a plusieurs néphrons, donc, au niveau, bien sûr, qui sont connectés au tube collecteur. Alors. La première étape de la formation de l'urine est la filtration glomérulaire. La filtration glomérulaire, alors voilà, ça c'est un schéma ou bien c'est schématisé donc du néphron, c'est un schéma du néphron. Donc là, c'est le corpuscule et tout ça, c'est le tubule rénal. Donc, voilà. Pardon. Donc, je reviens à la formation, à la filtration glomérulaire. Donc, voilà. Donc, la filtration, si vous voulez, la formation de l'urine, elle passe par plusieurs étapes au niveau du néphron. Tout au long du néphron, il y a une transformation, une formation de l'urine. La première étape étant la filtration glomérulaire. C'est quoi la filtration glomérulaire? La filtration glomérulaire, c'est l'arrivée du sang par l'artériole afférente. Bien sûr, l'artériole afférente, c'est après plusieurs subdivisions de l'artère rénale. L'artère rénale, bien sûr, qui perfuse, si vous voulez, qui vascularise le rein et qui, bien sûr, qui est présente au niveau du hile rénal, elle va se subdiviser en intrarénale en plusieurs artères. Et bien sûr, la dernière subdivision, la dernière génération des subdivisions de l'artère rénale, c'est l'artériole afférente. Chaque artériole afférente, elle vascularise un néphron. C'est-à-dire là, chaque néphron, chaque glomérule, chaque corpuscule de Malpighi
il reçoit une artériole afférente. Et puis, bien sûr, il va y avoir la formation d'un réseau glomérulaire, bien ce qu'on appelle un réseau capillaire, c'est la capillarisation glomérulaire. C'est là où s'effectuent les échanges avec, bien sûr, les néphrons, bien avec le glomérule. Et après, le réseau capillaire va donner naissance à une artériole afférente. Et d'ailleurs, c'est le premier réseau capillaire au niveau de l'organisme qui donne naissance à un réseau artériel et non pas un réseau veineux. Donc, il y a l'artériole afférente, le réseau capillaire glomérulaire, puis l'artériole efférente. Au niveau maintenant de la capillarisation glomérulaire qu'on nomme glomérule, le gloméruleda, c'est là où s'effectuent les échanges entre le secteur vasculaire et le secteur urinaire, ou bien entre le compartiment vasculaire glomérulaire et le compartiment urinaire. Donc, ces échanges, ce qu'on appelle la filtration glomérulaire. D'ailleurs, la filtration glomérulaire, c'est un terme, donc c'est un terme qu'on connaît tous. C'est filtrer, ça veut dire échange entre capillaires et un autre compartiment. Voilà. Donc, la filtration glomérulaire, elle représente la première étape de la formation de l'urine. Voilà. Là, bien sûr, après la filtration, il y a d'autres phénomènes qui interviennent pour justement former l'urine définitive. Donc, après la filtration glomérulaire, il va y avoir ce qu'on appelle les transferts tubulaires. Qu'est-ce que ça veut dire les transferts tubulaires? Les transferts tubulaires, donc, il va y avoir encore des échanges entre le compartiment urinaire tubulaire et le compartiment vasculaire. C'est quoi ce compartiment vasculaire péritubulaire? C'est l'artériole afférente, là, qui a donné naissance à des capillaires péritubulaires. Ça veut dire qu'il y a une vascularisation, une capillarisation, ce qu'on appelle une microcirculation encore péritubulaire, pour qu'il y ait donc d'autres échanges après les échanges, bien sûr, de la filtration glomérulaire. Après les échanges entre les capillaires glomérulaires et la chambre urinaire, bien sûr, du corpuscule de Malpighi. D'accord? Après, bien sûr, il va y avoir d'autres transferts tubulaire, ce qu'on appelle la réabsorption, la sécrétion ou bien l'excrétion. La réabsorption, c'est le passage donc du tubule rénal ou bien du compartiment urinaire vers le compartiment vasculaire. La sécrétion, bien sûr, qui a un sens contraire, un sens opposé. Et l'excrétion, bien sûr, c'est presque la même chose que de la sécrétion, mais c'est une entité un peu à part qu'on va voir bien sûr plus tard. Maintenant, la filtration glomérulaire, c'est la première étape de formation de l'urine. Bien sûr, la filtration, c'est comme n'importe quel passage entre la barrière capillaire à travers l'endothélium vasculaire capillaire et un autre compartiment. C'est une diffusion passive, c'est-à-dire la filtration, c'est un processus passif. La surface de filtration glomérulaire est de l'ordre de 0,27 m². Et bien sûr, on va donner bien sûr une entité qui est donc une autre définition qui est l'urine primitive. Bien sûr, la filtration glomérulaire, elle donne naissance, bien, si vous voulez, le résultat, bien la résultante de la filtration glomérulaire, c'est la formation de l'urine primitive. L'urine primitive représente un ultrafiltraplasmatique. Ça veut dire un ultrafiltraplasmatique. Ça veut dire que l'urine primitive est pratiquement, elle a la même composition que le plasma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand changement entre le compartiment, si vous voulez, vasculaire et le compartiment urinaire. À part quelques, si vous voulez, petits changements qu'on va voir bien sûr dans les critères de l'ultrafiltraplasmatique. L'ultrafiltraplasmatique, il est considéré, l'urine primitive est considérée comme un ultrafiltraplasmatique. Ça veut dire qu'il y a eu quand même une certaine sélection du plasma. C'est-à-dire que pratiquement tout le plasma a été transféré, a été donc diffusé à travers le filtre glomérulaire, mais il y a eu une certaine sélection comme si vous voulez, les particules, les grosses particules, bien les grosses molécules, comme par exemple les protéines. Les protéines ou bien les éléments figurés du sang. Les éléments figurés du sang, c'est-à-dire les globules blancs, globules rouges et les plaquettes. Donc, tout le plasma va être filtré, à part les grosses molécules. Elle fait partie des critères de l'ultrafiltraplasmatique ou bien les critères de l'urine primitive. C'est l'absence de grosses molécules, c'est-à-dire absence de globules rouges, absence de globules blancs. C'est-à-dire là, on ne trouve jamais au niveau des urines
des protéines. On ne trouve jamais des globules blancs. On ne trouve jamais des globules rouges. On ne trouve jamais de plaquettes. D'accord? Maintenant, le deuxième critère donc, de l'urine primitive, la composition hydroélectrolytique sensiblement identique de part et d'autre de la membrane. Voilà, c'est-à-dire là, l'eau passe librement, les électrolytes aussi passent librement. Troisième critère, l'existence d'un gradient de pression de part et d'autre de la membrane. Très bien. On sait tout le monde que si vous voulez, les compartiments, tous les compartiments biologiques, hydriques, liquidiens de l'organisme en trois principales pressions. La pression hydrostatique, qui est la pression générée par l'eau ou la volémie, l'eau qui existe dans le compartiment, en général, est générée par la pompe cardiaque. La deuxième pression, qui est la pression oncotique. La pression oncotique est une pression, si vous voulez, osmotique aussi. Hein, c'est une pression qui est générée par les protéines. La troisième pression, qui est la pression osmotique, qui est générée par certaines substances osmotiquement actives, comme le glucose, comme le sodium, surtout le sodium. Hein. Le sodium, c'est un électrolyte qui représente l'ion moteur de la pression osmotique. Et puis, l'urée aussi, qui représente une substance osmotiquement active. Bien sûr, il y a d'autres substances osmotiquement actives, mais bien sûr qui génèrent une pression qui est assez quand même moindre, assez moins importante que la pression osmotique générée par ces trois particules. Voilà. Maintenant, les supports morphologiques de la filtration. Quand je parle de supports morphologiques de la filtration, ça veut dire quoi? Ça veut dire les supports morphologiques du filtre glomérulaire. C'est le filtre glomérulaire. Le filtre glomérulaire, on a déjà vu que le filtre glomérulaire est constitué d'abord, bien sûr, le filtre glomérulaire, il est constitué, d'abord, la filtration, c'est un phénomène qui se passe au niveau du glomérule, ou bien au niveau du corpuscule de Malpighi, qui est la première partie du néphron. La deuxième chose, c'est que le filtre glomérulaire, c'est la partie, bien la membrane ou bien la barrière dont les particules vont franchir à partir du compartiment vasculaire. À partir du compartiment vasculaire, c'est-à-dire le capillaire glomérulaire, il va y avoir passage vers le compartiment urinaire. C'est-à-dire la barrière, cette barrière, elle est constituée de quoi? Elle est constituée premièrement de la première barrière qui est le capillaire, ou bien la paroi capillaire qui est l'endothélium. Là, ce sont les cellules endothéliales. Et puis viennent la deuxième couche qui est la couche, si vous voulez, une couche virtuelle, bien sûr, entre le capillaire, l'endothélium et, si vous voulez, la capsule de Bowman. La capsule de Bowman qui est, bien sûr, qui fait partie, qui est la première, si vous voulez, barrière, ou bien le premier constituant de la chambre urinaire. Et puis, il va y avoir, bien sûr, le passage. À travers la barrière, cette barrière constitue le filtre glomérulaire. Donc, le filtre glomérulaire est représenté par les cellules endothéliales, puis vient une membrane basale glomérulaire, qui est acellulaire, bien sûr. Elle est acellulaire. Pardon. Et puis, il va y avoir, voilà, là, c'est l'endothélium, et puis une couche acellulaire, c'est une membrane basale acellulaire, et puis vient un épithélium. Puis vient un épithélium. Voilà. Vous voyez ce schéma? Donc, il est plus clair. Donc, là, c'est le tubule rénal. Et puis, il y a là le corpuscule de Malpighi. Tout ça, c'est le corpuscule de Malpighi. Donc, le corpuscule est constitué principalement par le glomérule. Le glomérule, donc, il représente la capillarisation. La capillarisation. Et puis là, c'est la chambre urinaire qui est délimitée. La chambre urinaire, là, il y a le compartiment urinaire, il y a des urines. Hein. Là, il y a des urines et là, il y a du sang. D'accord? Et la chambre urinaire, elle est délimitée par quoi? Par une capsule de Bowman. Donc, la filtration, c'est le passage du compartiment vasculaire vers le compartiment urinaire. D'accord?
ce passage, bien sûr, à travers le filtre glomérulaire. Le filtre glomérulaire, c'est l'endothélium, la membrane acellulaire et bien sûr l'épithélium. L'épithélium, un épithélium qui est donc constitué de cellules assez particulières, ce qu'on appelle les podocytes. Donc les podocytes, pourquoi? Parce qu'elle a des pieds, des prolongements sous forme de pieds. Bien sûr, entre les prolongements, il y a des pores, et c'est ce qui fait. D'ailleurs, les pores, c'est partout. Hein. Déjà, l'endothélium, il est fenestré, donc il y a des pores. Il y a une membrane basale, et puis il y a des pores entre les prolongements. Tout ça, c'est pour faire pour assurer une certaine sélectivité donc, du filtre glomérulaire, hein, et pour ne pas faire passer toutes les particules à travers le filtre glomérulaire. Donc, il y a une étude de ce qu'on appelle l'étude du passage des traceurs. C'est une étude, bien sûr, de sélectivité. On va faire passer certaines molécules, de petites molécules, de grosses molécules. Une petite molécule comme le cytochrome C, une grosse molécule comme la ferritine. Donc, ces deux molécules vont déjà mettre en évidence un certain degré donc, de sélectivité. Par exemple, là, voilà. Donc, l'étude du passage des traceurs, c'est uniquement simplement pour étudier, pour mettre en évidence le degré de sélectivité du filtre glomérulaire. Par exemple, là, il y a l'endothélium, voilà, et c'est un endothélium, donc épithélium endothélium fenestré, qui va faire passer, par exemple, le cytochrome C. La membrane basale, bien sûr, elle va faire passer le cytochrome C, mais là, au niveau de l'épithélium, par contre, il ne va pas y avoir le passage. Donc, il y a une certaine sélectivité là, au niveau des podocytes. Par exemple, au niveau de la ferritine, il va y avoir une sélection, surtout, il n'y a pas une grande sélection parce que c'est une petite molécule. Par contre, là, au niveau des podocytes, comme vous voyez, une sélectivité de grosses molécules parce qu'elle fait, la ferritine, elle a un PM qui fait 46 462 000 hein, Dalton. Donc, c'est une grosse molécule qui va faire, c'est comme les protéines. Donc, il va y avoir une sélectivité là au niveau de l'épithélium. Là, c'est pour mettre en évidence le degré de sélectivité dans du filtre glomérulaire. Le mécanisme de la filtration, donc pour le mécanisme de la filtration, c'est un phénomène, c'est une diffusion passive qui est, si vous voulez, qui dépend de certaines pressions. Elle dépend d'abord du PM, comme on a vu, et elle dépend donc de l'électroneutralité, de la charge électrique de certaines particules. Mais le phénomène le plus important, si vous voulez, parce que c'est une diffusion, donc il s'agit de plusieurs pressions dont dépend bien sûr la filtration. Donc la filtration, elle dépend, c'est une diffusion simple qui dépend de la charge électrique, qui dépend du poids moléculaire. Donc, elle dépend de la charge électrique, du poids moléculaire et aussi de certaines pressions. Donc, il va y avoir une pression efficace de filtration, ou bien ce qu'on appelle la pression nette de filtration. La pression, bien sûr, nette de filtration, c'est la résultante, bien la somme de plusieurs pressions qui règnent au niveau de la barrière glomérulaire, au niveau du filtre glomérulaire, au niveau de la barrière de la filtration. Donc, puisque c'est une barrière, bien il s'agit d'un filtre, donc il y a deux compartiments, bien sûr, de part et d'autre du filtre glomérulaire. Il y a le compartiment capillaire et il y a le compartiment urinaire. Il y a le compartiment capillaire et il y a le compartiment urinaire. Donc, le compartiment capillaire, c'est le glomérule, ou bien la capillarisation glomérulaire. Le compartiment urinaire, c'est la chambre urinaire du corpuscule de Matthieu, bien du néphron. Ça, c'est le mécanisme de la filtration. Donc, au niveau de la filtration, bien au niveau de différents compartiments, on a vu qu'un liquide biologique règne les trois pressions, hydrostatique, oncotique et osmotique. Par contre, au niveau de la filtration, là, il y a deux pressions uniquement si vous voulez, qui jouent un rôle dans la filtration. Il y a la pression hydrostatique et la pression oncotique. Pourquoi? La pression, parce que tout simplement, les pressions qui interviennent dans le phénomène de la filtration, il faut qu'il y ait un gradient de pression. Par exemple, la pression hydrostatique, il y a un gradient de pression. Tout simplement, au niveau du sang, la pression hydrostatique est la plus importante parce qu'elle est générée par le travail cardiaque. Maintenant, la pression au niveau du compartiment urinaire, la pression par un phénomène de perte
de charge, il va y avoir une pression hydrostatique capsulaire ou bien urinaire qui va bien sûr diminuer. Donc, il y a toujours un gradient de pression. Maintenant, pour la pression oncotique, la même chose. Il y a un gradient de pression. Pourquoi? Parce qu'au niveau du filtre glomérulaire, au niveau du glomérulien, du capillaire glomérulaire, il y a la présence de protéines. Donc, la pression oncotique, elle est importante. Et elle est plus importante que la pression oncotique qu'on peut dire qu'elle est négligeable au niveau du compartiment urinaire parce qu'il y a une certaine sélectivité et un non-passage des protéines à travers le filtre glomérulaire. Donc là, la pression oncotique au niveau de l'urine primitive, au niveau du compartiment urinaire, elle est pratiquement nulle ou bien négligeable parce qu'il y a certains acides aminés qui font exercer une légère donc, pression oncotique. Maintenant, si on parle voilà. Maintenant, elle dit la pression, si on parle de pression osmotique, il n'y a pas de gradient de pression osmotique parce que le glucose, l'urée, tout ce qui est donc chargé par une pression osmotique, tout simplement, ils vont passer librement, donc il ne va pas y avoir un gradient de pression osmotique. La sonde maintenant donne une pression osmotique, bien une pression nette de filtration qui est égale à plus 10 mm de mercure. Bien sûr, chaque pression a le même sens que la filtration. Là, elle est positive, là, elle est négative. Maintenant, on va passer à la mesure de la filtration glomérulaire. Donc, la mesure de la filtration glomérulaire, bien sûr, elle obéit à la loi ou bien à la formule, si vous voulez, le volume de plasma, la formule de la clairance. L'entité de clairance, c'est quoi? La clairance, c'est la quantité de plasma ou le volume de plasma totalement épuré d'une substance par unité de temps. D'accord? Maintenant, la substance qui obéit, bien sûr, donc, la substance qui sert à mesurer la filtration glomérulaire, c'est une substance, bien sûr, qu'on va calculer sa clairance, si vous voulez, sa clairance, yani le volume, c'est-à-dire le volume de plasma totalement épuré de cette substance par unité de temps. Mais malheureusement, cette substance, elle doit obéir à certaines conditions, comme par exemple, elle ne doit pas être métabolisée par l'organisme. Bien sûr, elle doit avoir un PM faible, non ionisé, entièrement ultrafiltré, ni réabsorbé ni sécrété par le tubule. Yani, elle ne subit aucune transformation au niveau du tubule rénal. Bien sûr, la formule de la clairance est UV sur P. U, c'est la concentration urinaire. V, c'est le débit urinaire. Et P, c'est la concentration plasmatique. Bien sûr, deux substances qui servent à mesurer la clairance. La créatinine qui est endogène et une qui est exogène et qu'on l'utilise bien sûr en expérimental. Maintenant, les transferts tubulaires. Après la filtration, bien sûr, il y a les transferts tubulaires. Il y a la réabsorption, il y a l'excrétion et la sécrétion. Maintenant, la réabsorption, on a dit qu'il y a la réabsorption, c'est le transfert du tubule vers les capillaires ou bien vers la circulation. L'excrétion, c'est le contraire. La sécrétion, c'est une entité à part. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la substance, elle n'est pas passée du capillaire directement vers le tubule, mais elle est passée du capillaire vers l'épithélium tubulaire et c'est là où elle a été transformée en une autre particule qui est donc passée vers le tubule rénal. Bien sûr, ça c'est une entité bien sûr d'excrétion qui est la sécrétion tubulaire. Maintenant, les mécanismes. En général, les mécanismes des transferts tubulaires, ce sont les mêmes mécanismes qu'on a vus en première année de physiologie concernant les transferts membranaires. Ça veut dire quoi? Transfert passif, actif ou bien sûr certains mécanismes particuliers. Maintenant, pour les transferts passifs en général ou bien actifs montrent d'accord. Alors, les transferts actifs, comme on l'a toujours vu, mais pour consommer de l'énergie, il se fait contre un gradient de concentration, mais il est saturable. Saturable quoi? Ça veut dire qu'il y a un taux maximal de transfert. Il y a un taux maximal de transfert, où il doit être saturé, plus de transport. Exemple donc de transport actif à travers le tubule rénal, le glucose, les phosphates, les acides uriques, les acides aminés, bien sûr, chacun a son taux maximum de transport où il est saturé. Transfert passif, on le connaît tous, selon le gradient de concentration, ne consomme pas d'énergie. Les exemples, l'urée,
bien sûr, qui se transporte par osmose et le chlore. Maintenant, la diffusion piégée, c'est une autre entité. C'est la formation, par exemple, de NH3 à partir du NH4 qui se fait au niveau de la cellule du tubule rénal. C'est-à-dire, elle est excrétée, elle passe du sang, puis au niveau du tubule rénal, elle se transforme et puis bien sûr, elle passe dans le tubule rénal sous une autre forme qui, bien sûr, qui pourrait être facilement diffusible. Maintenant, on va donner un petit exemple sur la réabsorption tubulaire qui est bien sûr le sodium. Le sodium, donc, si vous voulez, c'est quoi l'intérêt du sodium? C'est surtout la régulation de la volémie. Au niveau, bien sûr, c'est l'homéostasie. Hein. Quand je dis régulation de la volémie, ça veut dire quoi? Volume plasmatique, ça veut dire régulation du débit cardiaque et donc la régulation de la pression artérielle. C'est très important, la régulation de la pression artérielle. Donc, rôle du rein qui donne bien sûr au rein un rôle très important dans la régulation de la pression artérielle en régulant les volumes circulants et en régulant les résistances vasculaires. La réabsorption rénale du sodium, 65% au niveau de tube contourné proximal, 25% au niveau de l'anse de Henle, 8% tube contourné distal et 1 à 2% au niveau du tube collecteur. En général, toutes les parties du tubule rénal font une régulation interviennent dans le transfert, bien la régulation, la réabsorption du sodium. Sauf le tube contourné distal où il y a une réabsorption, bien sûr, rénale du sodium sous un contrôle hormonal. C'est-à-dire là, la réabsorption rénale du sodium. Au niveau du tube contourné proximal, sans intervention hormonale. Au niveau de l'anse de Henle, sans intervention hormonale. Tube collecteur, la même chose. Uniquement au niveau du tube contourné distal où il y a l'intervention hormonale. Donc, au niveau du tube contourné proximal, elle est complètement, si vous voulez, on dit c'est une réabsorption active. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a un passage passif au premier. Puis au niveau, bien sûr, du pôle apical, il y a une réabsorption active puis passive. Donc là, tout le phénomène est représenté bien, il est considéré comme actif. Le deuxième, au niveau de la branche ascendante, c'est une réabsorption active vers le liquide interstitiel et puis il y a un retour passif. Au niveau, par contre, du contourné distal, il y a bien sûr une réabsorption sous la dépendance d'hormones. Bien sûr, l'hormone qui est bien sûr fait partie, cette hormone qui est l'aldostérone et qui fait partie du système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc la rénine, si vous voulez, c'est une hormone sécrétée par l'appareil juxtaglomérulaire du rein, donc c'est une hormone rénale qui va convertir le rôle c'est convertir une autre hormone qui est l'angiotensinogène, qui est une hormone hépatique, en angiotensine 1. Puis l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Et donc, l'angiotensine 2, c'est l'hormone la plus, bien sûr, l'angiotensine 2, qui est une hormone, bien sûr, hépatique, activée par la rénine, qui va encore activer, bien stimuler la sécrétion de quoi? De l'aldostérone. Et pour nous, c'est ce qu'on appelle le système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, l'angiotensinogène, angiotensine 1, angiotensine 2, par l'effet de la rénine. Et puis, bien sûr, l'angiotensine 2 va activer l'aldostérone, bien stimuler l'aldostérone. Les principaux effets, si vous voulez, de l'angiotensine 2, stimulation de la sécrétion d'aldostérone, qui a un effet direct sur le rein, qui va stimuler la réabsorption de sodium au niveau du tube contourné distal. La vasoconstriction, parce que c'est le plus puissant vasoconstricteur de l'organisme. Activation sympathique par le pilier de l'adrénaline et surtout l'absorption liquide digestive. La même chose parce qu'il a un récepteur au niveau donc, de la muqueuse digestive. L'aldostérone, son effet, bien sûr, elle est synthétisée par bien sûr, ce qu'on appelle le cortex surrénalien. Son effet, c'est la réabsorption du sodium et rétablir la volémie et la pression artérielle. L'action rénale, c'est la réabsorption du sodium contre un ion potassium ou un ion proton. Et ça, c'est bien sûr, ça s'effectue au niveau du tube contourné distal. Bien sûr, quand je dis elle fait la réabsorption du sodium et contre un ion potassium, un ion ou un ion H+, donc elle est stimulée, donc la sécrétion, bien la réabsorption sous l'effet de l'aldostérone, elle est stimulée par quoi? Stimulée par, puisqu'elle fait une réabsorption, donc elle est stimulée par l'hyponatrémie, stimulée par l'hypovolémie,
stimulée par l'hypotension artérielle et puis encore stimulée par l'hyperkaliémie ou bien l'acidose. Parce que l'aldostérone, elle fait quoi au niveau rénal? Elle fait une fuite potassique parce qu'elle fait une réabsorption du sodium avec si vous voulez, un rejet de potassium. Et en même temps, elle fait une réabsorption du sodium avec un rejet de protons. Donc, si vous voulez, la réabsorption du sodium, elle est stimulée, ou bien la stimulation, ou bien la sécrétion d'aldostérone est stimulée par l'hyperkaliémie ou bien l'acidose. Donc, le cortisol, encore, c'est une hormone qui est synthétisée par la zone vasculaire du cortex surrénalien et qui intervient aussi, à part l'arénine, l'angiotensine et l'aldostérone,